Par une froide matinée de juin, Anna prit un seau de fer-blanc et se rendit aux limites ouest du domaine, cueillir des myrtilles car elle avait promis une tourte à Benjamin et Davy lorsqu'ils rentreraient de l'école. Peu après, la vie reprenait son cours normal. Les flammes provoquées par le scandale brûlaient moins vives à Coldwater. Les gens ne se taisaient plus chaque fois qu'elle descendait la grande rue. On lui jetait moins de regards furtifs. Les médisances dont avait souffert Benjamin à l'école s'étaient calmées. Mais sa blessure était profonde et serait longue à cicatriser. Heureusement, River gardait ses distances et n'exigeait rien. Il partait à la filature dès 6 heures du matin et n'en revenait guère avant 20 heures. Ses rapports avec Anna étaient toujours tendus, mais polis. Il continuait de dormir dans l'autre chambre. Elle arriva donc au buisson de myrtilles et commença sa récolte, accompagnée par le bourdonnement des abeilles, sans résister à l'envie de goûter une poignée de baies sucrées. Les myrtilles tombaient dans le seau avec un bruit rassurant de gouttes de pluie. Il était à demi plein quand elle remarqua un homme qui quittait la route pour se diriger vers elle. Nat Fisher. Les années l'avaient épaissi, rendu plus rude encore. Sa figure charnie était à présent alourdie de bajoues. Il approchait tel un gros ours, guettant son dîner, et à chacun de ses pas, Anna luttait contre l'envie de reculer. Au lieu de cela, elle sourit poliment. Bonjour, Nat. Je suis navrée de savoir que votre beau-père est malade. La chemise de Nat était crasseuse et empestait la sueur. Mais par-dessus tout, c'était son expression vicieuse qui emplissait Anna d'appréhension. Navré? Vraiment? C'est faux. Tu fais partie maintenant de ces chauds au grand air qui nous regardent de haut. Elle répliqua en cueillant une poignée de myrtilles. Vous vous trompez. Nous sommes allés à votre mariage l'année dernière et j'ai souvent invité tante Naomi. Elle a toujours refusé. En tout cas, tes grands airs, Madame Shaw, n'ont pas empêché ton mari de gambader avec la femme du banquier. Anna, les joues brûlantes, crispa ses doigts sur la poignée du seau. Savez-vous pourquoi je ne vous ai jamais convié chez moi, Nat Fisher? Parce que vous n'êtes qu'un rustre vulgaire. Il devint cramoisi à son tour et la saisit par le poignet. Pourquoi ne pas aller vérifier sous ces buissons à quel point je peux être un rustre? Si vous posez le petit doigt sur moi, mon mari... Que fera ton mari? Il se moque pas mal de toi. Il préfère baiser sa gratin. Il la parcourut d'un regard méprisant et la lâcha. D'ailleurs, qui voudrait d'un morceau de glace comme toi? Même pas bonne à faire des enfants, que des idiots comme ta fille. Un homme qui cherche du plaisir ferait mieux d'inviter une chèvre dans son lit. Anna était trop outrée pour être choquée. Sans réfléchir, elle se leva, prit son seau et le renversa sur la tête de Nat. Puis prenant ses joues par pleines mains, elle s'enfuit. Elle attendit ses grognements de surprise et de rage, mais ne se retourna pas. Elle courut sans s'arrêter, puis s'apercevant que les seuls pas qu'elle entendait étaient les siennes, elle ralentit, son corset lui coupant la respiration. Elle se retourna, Nat avait disparu. Elle croisa les bras, frissonnant malgré la chaleur. Tant pis pour les garçons et leur tour ici. Elle ne retournera pas là-bas aujourd'hui. Les insultes de Nat avaient ravivé de vieilles blessures. Ses larmes jaillirent. Aucun homme ne l'avait désirée pour elle-même. Nat ne voulait que son corps et River ne l'avait épousée que pour la terre qu'il convoitait. Il n'était venu à elle que pour satisfaire ses besoins physiques ou engendrer des enfants. Jamais par désir. Mais Cecilia, oui, les hommes la désiraient, cette Cecilia, avec son minois de porcelaine et ses jolies boucles dorées, ses jolies boucles noires qui avaient l'air d'être dorées au soleil, au point que River avait bravé le scandale pour ses faveurs et que son mari avait provoqué un autre scandale. Mais qui se battrait pour Anna? Elle atteignit la ferme dans une sorte de brouillard et s'adossa au tronc rugueux du vieux chêne. C'est là que se trouva Samuel. Anna, quelque chose ne va pas? Je vous ai vu courir dans les champs comme si vous aviez le diable aux trousses. Ce jour-là,
Il devait être en train de peindre, car une trace de bleu barrait sa pommette et du brun tachait ses mains. J'étais seulement en train de m'apitoyer sur moi-même, répondit-elle, en s'appuyant contre le tronc. Mais les phrases blessantes de Nat avaient ébranlé sa confiance en elle, si fragile. Les yeux clairs de Samuel avaient le don de voir plus loin que les apparences. Qu'est-ce que mon frère vous a fait cette fois-ci? Ce n'est pas River, mais Nat. L'une des gargouilles de Naomi? Oui. Il est arrivé pendant que je cueillais des myrtilles, et il m'a dit: Entrez et racontez-moi. Elle me suivit dans la maison où ils montèrent à l'escalier inondé de lumière. L'odeur puissante de la térébenthine, l'assortiment de pinceaux et d'outils, des graveurs répartis sur la table de travail, tout montrait que c'était ici le domaine de Samuel. Alors, que vous a dit la gargouille? Soudain, Anna se sentit intimidée, incapable de parler. Je ne sais pas si je dois. Ce n'était guère flatteur, plutôt humiliant même. Alors parlez-moi, que je refute ces mensonges. Elle se rendit près de la fenêtre, lui tourna le dos et lui raconta tout, sans rien omettre. Puis, elle le regarda. Elle s'attendait à le trouver indigné, puisqu'il était son ami, son chevalier servant. Mais il avait l'air étrangement insensible, fermé. L'horrible gargouille se trompe, dit-il, et j'aimerais vous le prouver. Il alla à la porte et prit la clé. Seul le tremblement de ses mains trahissait son trouble. Si vous voulez partir, Anna, c'est le moment. Sinon, je vais fermer à clé et vous aimer. Elle en eut le souffle couplé. Des prétextes lui traversèrent l'esprit. Je suis une femme mariée, j'ai 3 enfants, il ne faut pas faire cela, on risque de nous découvrir, patati et patata. Mais ses lèvres demeurent closes. L'infidélité de River l'avait laissée vide de sentiments dénués d'amour, et elle comprenait à présent, avec une clarté aveuglante, qu'elle désirait Samuel pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le besoin de combler ce néant. Resterez-vous avec moi? Demanda-t-il. La voix basse, douce de Samuel lui promettait tout un monde de richesses si elle acceptait. Fermez la porte, dit-elle. Il soupira, à la fois émerveillé et soulagé. Il tourna la clé et le cliquement résonna dans la tête d'Anna comme un coup de feu. Il vint vers elle. Pour la première fois, elle s'autorisa à voir en lui un amant, et c'était follement excitant. Elle avait envie de mêler ses doigts à ses boucles brunes. La pensée des lèvres sensuelles de Samuel sur son corps nu la faisait gémir déjà de désir. Elle voulait ouvrir sa chemise et sentir la douceur de sa peau, la fermeté de ses muscles, comme elle avait envie de lui. Il eut un grand sourire et la tira hors de l'embrasure de la fenêtre d'où l'on aurait pu la voir. Eh bien, quelle mauvaise pensée dans cette jolie tête, dit-elle. Elle rougit comme une petite fille. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas lire dans mes pensées. Samuel prit son visage entre ses doigts, caressant doucement ses joues avec ses pouces. Non, répondit-il, seulement dans vos beaux yeux. Puis il ôta les épingles qui retenaient le chignon d'Anna, et ses cheveux brillants cascadèrent dans son dos en un gracieux abandon. Quand il l'embrassa, elle eut l'impression de n'avoir jamais été embrassée auparavant, tant elle en restant pantelante et étourdie. Quand les baisers ne furent plus suffisants, Samuel caressa sa poitrine à travers le calicot de son cortège, jusqu'à ce qu'elle en gémît. Il dit en promenant ses lèvres le long de son oreille: Laisse-moi voir tes seins. Frémissante, Anna déboutonna sa robe qui s'ouvrit avec complaisance et que Samuel, dénudant ses épaules, fit descendre le long de ses bras, les emprisonnant contre son flanc. La chemise suivit. Que tu es belle! À ces mots chuchotés, Anna sentit une vague de chaleur la parcourir tout entière. Jamais River ne lui parlait ainsi quand il la prenait. Jamais il ne lui avait dit qu'elle était belle. Samuel se retourna, saisit un pinceau large et revint vers elle, les yeux étincelants comme elle le regardait avec étonnement. Il murmura: Il faut absolument que je te peigne. Les poils soyeux du pinceau effleurèrent sa gorge, les aréoles de ses seins, la chatouillant avec volupté. Samuel, non, c'est inexprimable, et nous n'en sommes qu'au début, dit-il.
Il dessina la pointe de son sein avec le pinceau jusqu'à ce qu'elle vacillât. Il la rattrapa et finit de la déshabiller avec précision, dévotion, comme s'il participait à un rituel. Il savait exactement quelle agrafe ôter, quel lien délacer. Bientôt, robe, corset, jupon et sous-vêtements gisaient sur le plancher, et Anna se tenait nue devant un homme qui n'était pas son mari, mais son amant. Mon amant, comme cela sentait le péché. Elle le regarda se déshabiller avec sa grâce virile et rougit lorsque son pantalon glissa sur ses hanches. Il la prit par la main et la mena au vieux divan appuyé contre le mur. Ce n'est pas aussi bien que je le voudrais, mais nous nous en contenterons. Elle s'allongea, prête à recevoir le poids de Samuel, mais à sa surprise, il s'agenouilla au sol et continua ses affolantes caresses avec ses mains, ses lèvres, sa langue. Quand enfin il la pénétra avec force, elle crut s'embraser tout entière et suivit son rythme avide d'atteindre l'extase qui lui était si souvent refusée dans les bras de son mari. Et elle vint montant puis explosant comme un feu de Bengale et Anna s'éveilla enfin au plaisir. Après sa jouissance, Samuel l'embrassa tendrement et murmura: Tu n'as rien d'un glaçon, Anna, et tu m'as donné bien plus de plaisir qu'un homme n'en mérite. Samuel savait qu'après cela, Anna serait tenaillée par la culpabilité. Il le vit à ses sourcils froncés, la hâte qu'elle avait à se rassembler ses cheveux pour refaire son chignon, sa façon d'éviter son regard. Il aida à enfiler sa robe avec une efficacité de femme de chambre, sans toutefois pouvoir s'empêcher de poser des baisers sur sa peau nue avant de la voiler. Il faut que je parte, dit Anna, en frottant ses poignets comme si elle avait été attachée au pilori depuis des heures. Je suis restée trop longtemps et Madame Hardy doit se demander où je suis. Il prit sa main, juste comme elle allait s'enfuir. Je veux t'aimer encore, Anna, toute la journée, tous les jours. Ses grands yeux bleus s'emplirent d'effroi. C'est impossible, je suis mariée, j'ai des enfants. Quelqu'un ne surprendra. Non, personne. Si nous faisons très attention, le matin je suis seule ici. James est tout le temps à la filature avec ses satanées machines et le ménage n'est fait que bien plus tard. Tu ne crois pas que cela était une erreur, n'est-ce pas? Une folie passagère? Parce que ce n'est pas le cas, ma petite douce. Du moins pas pour moi, ni pour toi, je pense. Non, en effet, mais j'ai des devoirs à respecter, des responsabilités qui doivent passer devant mes désirs personnels. Oui, les devoirs et les responsabilités. Vis l'instant présent car il ne reviendra jamais. Elle lui jeta un regard singulier. Mais toi, ne ressens-tu donc aucune honte pour ce que nous avons fait? Honte? D'avoir convoité la femme de mon frère? Non, parce que Ryver ne te mérite pas. Je te désire si profondément que je suis prête à risquer n'importe quoi pour toi. Et si nous sommes pris, alors nous demanderons à Ryver de nous pardonner, comme il t'a demandé pour Cecilia. Ce rappel brutal que Ryver avait été le premier à la tromper l'arrêta net et elle dit: Deux mauvaises actions n'en font pas une bonne. Mais quand je te vois devenir la femme belle et sensuelle que j'ai dessinée peu après ton mariage, je sais que c'est juste, dit Samuel. La main d'Anna se posa sur son ventre et son regard s'assombrit. Et si je suis enceinte? Je te montrerai comment ne pas le devenir. Il suffit d'une éponge, du vinaigre et d'un peu de vigilance. Elle le dévisagea. Il possédait un savoir mystérieux qu'elle ne connaissait pas encore. Il posa un baiser dans la paume de sa main. Viens demain, je t'en prie. Prends le risque. Il n'y a rien à craindre, je te le jure. Elle se dirigea vers la porte. Je, je ne crois pas que cela soit sage, Samuel. Et elle partit. Tout le monde va deviner, se disait-elle en rentrant chez elle. D'un seul regard, ils sauront que j'ai trompé Ryver. Mais tout ce que Madame Hardy remarqua, c'est qu'Anna ne rapportait pas les myrtilles promises et elle sortit en un coup de vent pour aller les cueillir elle-même. Au dîner, Ryver et James se montrèrent si préoccupés par leur nouveau métier à tisser que nul ne vit le A pour adultère qu'Anna s'était elle-même mis au front. Seule la profonde obscurité de la nuit estivale, ses pensées revinrent sans cesse à Samuel, le seul qui comprenait sa solitude et sa détresse. Incapable de dormir, elle se leva et vint à la fenêtre qui donnait sur la ferme noyée dans la pénombre
excepté un rectangle lumineux à l'étage. Elle distingua l'ombre familière de Samuel profilée contre la lune dorée et sentit son regard brûlant dirigé vers sa propre chambre. Désormais, elle devrait l'éviter à tout prix. Samuel regardait d'un air morose la bruine matinale qui brouillait le passage. Il résista à l'envie de jeter sa plaque à graver à travers les vitres. 11 jours avaient passé depuis qu'il avait séduit Anna, et elle n'était pas revenue. Oh, il la voyait tous les jours. Difficile de l'éviter. Mais, à son grand chagrin, elle agissait comme si rien ne s'était passé. Comment pouvait-elle prétendre que leur amour ne signifiait rien pour elle? Pour lui, il était tout. Puis, il entendit des pas légers dans l'escalier. Il retint son souffle jusqu'à en être étourdi, n'osa pas encore y croire. La porte s'ouvrit avec un craquement. Il respira enfin. Anna. Elle hésitait sur le seuil entre honte et excitation. Des gouttes de pluie parsemaient d'étoiles sa chevelure, et ils exhalaient une faible odeur de teinture de sa robe de calicot mouillé. Je ne voulais pas revenir, dit-elle d'un air résigné, mais je ne peux pas m'en empêcher. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit une petite bouteille et une éponge. Je crois que nous aurons besoin de ceci. Du vinaigre et une éponge. Preuve tangible, sinon exprimable, qu'elle se rendait avec préméditation, qu'elle acceptait d'être sa complice. Il avait fallu 11 jours, mais Samuel avait gagné. Elle était enfin à lui. Écœuré, Rêveur jeta un autre coton brisé et l'écrasa du talon. Combien en tout? S'écria-t-il à l'adresse de Constance Ferré, comme si elle était responsable de la catastrophe. Celle-ci s'assit à sa table, environnée par les amas de cocons blancs qu'elle triait. Au moins une cinquantaine. Rien que dans le dernier paquet, monsieur Shaw. Sacrebleu, c'est beaucoup trop. Je ne paie pas de telles sommes pour des cocons brisés. Le long visage de Constance se crispa. Ce n'est pas ma faute, monsieur Shaw. Ils arrivent comme ça. River, sans se soucier de l'embarras de la jeune femme, sortit en coup de vent à la recherche de James. Dans l'atelier du tissage, une demi-douzaine de machines cliquetaient en cadence, musique que River trouvait d'habitude apaisante. Mais aujourd'hui, leur ronronnement monotone lui portait sur les nerfs. James! Où es-tu? Il parcourut à grands pas l'allée entre les métiers à tisser, ignorant les regards curieux des ouvriers, et faillit heurter son frère. Que se passe-t-il? Interrogea James, en essuyant ses mains graisseuses à une serviette. Pourquoi n'as-tu pas encore inventé une machine qui utilise ces stupides cocons brisés? Ça me rend malade de devoir les jeter. C'est du gâchis pur et simple. Oh, je fais de mon mieux, mais ça prend du temps. Nous n'avons pas de temps. Nous perdons de l'argent à chaque cocon jeté. James se hérissa, peu habitué à être la cible des colères de River. Pourquoi s'en prendre à moi? Je ne suis pour rien. Je travaille aussi vite que je peux. Alors va plus vite. James s'emporta. Je ne crois pas, River, que seuls les cocons te rendent malade. Il y a autre chose. Et tu t'en prends à tous ceux qui ont le malheur de croiser ta route. Je n'ai jamais rien entendu plus stupide de ma vie, dit River. James haussa les épaules. Pense-y quand même. Je retourne au travail. River quitta la filature avant que les incompétents qui l'entouraient ne le fassent exploser de rage. Dehors, la brise tiède de septembre rafraîchit son visage et l'aida à retrouver son calme. Il ralentit le pas et se mit à réfléchir. Il enfouit ses poings dans ses poches. James avait raison. Les cocons brisés n'étaient pas responsables de son humeur massacrante. Cecilia lui manquait. Il souffrait chaque fois qu'il pensait à elle. Il la désirait toujours. Cecilia. Il arriva en vue de la ferme au moment où en sortait Anna des chemins au creux du bras. Des chemises au creux du bras. Dans la limpidité due à la fraîcheur de l'air et que ses yeux brillaient encore de quelques remarques amusantes des enfants avant leur départ pour l'école. Elle portait une simple robe de laine bleue,
avec un col de dentelle brodé de noir, en signe de deuil pour son oncle Ezra, mort d'une maladie de foie l'été précédent. Elle se figea en voyant Ryver. Ces derniers temps, l'éclat de son regard se ternissait chaque fois qu'elle se trouvait en sa présence. Elle lissa sa robe d'un geste nerveux et avança à sa rencontre. Samuel avait pris des chemises à raccommoder, commença-t-elle pour expliquer sa présence dans la ferme. Il serait temps que mon frère se marie et que sa femme s'occupe de ses chemises, répondit Ryver. Cela ne me dérange pas. Elle prit le chemin de la maison de Ryver et lui embouta le pas. Comme d'habitude, un mur de silence et de ressentiment s'éleva entre eux. On a à peine à croire que l'été est fini, dit Ryver. Oui. Il attendit, mais elle n'ajouta rien d'autre. Alors il continua. Est-ce ainsi que nous allons passer le restant de notre vie, à parler du temps qu'il fait? Elle serra les chemises contre elle. Nous pouvons aussi parler des enfants. Abigail sait dire son nom à présent, du moins Abby. Il ne s'y trompa pas. Elle le mettait au défi. J'en suis ravi. Croyez-le. Je ne mens pas. Je suis vraiment heureux pour elle. Cependant, ce n'est pas tant des enfants dont je veux parler que de leurs parents. Allons à la maison, répondit Anna. Ryver vérifia qu'ils étaient tout seuls et fit entrer Anna au salon. Elle demeurait debout, laissant les chemises de Samuel d'un geste machinal qui commençait à agacer Ryver. J'ai assez souffert, Anna. Vous avez eu tout l'été pour pardonner ce qui est arrivé et je ne pardonnerai jamais. Cette fois, il s'empourpra. Eh bien, que vous l'acceptiez ou pas, vous êtes toujours ma femme et vous avez des devoirs envers moi. Anna devint très pâle. Vous voulez dire des devoirs conjugaux? Je réintègre notre chambre dès ce soir. Mais si je ne le désire pas, répliqua Anna, je suis persuadée que vous mettrez vos désirs personnels de côté et ferez votre devoir d'épouse. Avec un sourire forcé, il ajouta. Je vous promets de faire vite afin que vous ne subissiez pas mes exigences plus longtemps que nécessaire. Vous m'y obligez? Plein de colère, il la secoua par le bras. Sacrebleu. Allez-vous me faire passer pour un porc en ruse? Je ne vous permets pas de me traiter ainsi. Devant son regard angoissé, il la lâcha et s'efforça de retrouver son calme. Vous m'éblouirez, Anna. Plus nous attendrons, plus la faille entre nous s'élargira. Il fit demi-tour et partit sans remarquer le frisson de dégoût d'Anna. Une fois seule, elle enfouit son visage dans les chemises de Samuel et huma une faible odeur de peinture et de térébenthine mêlée à celle de son corps. Comment supporter la présence... Oui, comment supporter la présence de Ryver dans son lit après avoir connu tant de délices dans les bras de Samuel? Elle en tremblait, se demandant si Ryver devinerait qu'un autre homme l'avait possédée. Sûrement chaque courbe de ce corps, la texture de sa peau et jusqu'à son intimité lui semblerait différente, étrangère. Sûrement elle se trahirait d'une façon subtile mais évidente. Elle caressait les chemises d'un geste absent, comme si cela pouvait lui donner la solution de son dilemme. Mais il n'y en avait pas, sauf celle-ci qu'elle voulait ignorer. Le panier d'osier empli de belles pommes rosées était lourd, mais Anna savait que confectionner une tarte représenterait pour elle un rituel apaisant. Quoique passager, et elle ne tenait pas en compte de la tension douloureuse de son bras en marchant d'un bon pas sur le sentier. Puis elle vit Samuel sur la pente de la colline, les pieds écartés et les mains sur les hanches, dans une attitude à la fois autoritaire et patiente. Ses yeux pâles brillaient de triomphe, de désir et de reproche mêlés. Un brusque coup de vent fit claquer sa chemise comme un linge pendu à une corde, en dessinant son torse de façon suggestive. Anna envia le vent. Elle s'arrêta incapable de sourire et fit un signe distrait de la main, sans pouvoir détacher ses yeux de lui. Elle aurait voulu lui fuir, mais elle ne pouvait pas. Samuel commença à dévaler la colline, de plus en plus vite à mesure que grandissait son impatience. Arrivé devant elle, il tendit la main vers le panier. Cela paraît bien lourd.
Elle le lui laissa porter et le regretta aussitôt. Elle ne savait plus quoi faire avec ses mains maintenant. Puis-je te raccompagner à la maison demanda-t-il. Sans attendre de réponse, il lui emboîta le pas. Ils marchèrent en silence, image innocente d'un homme portant le panier d'une jeune femme. Enfin, il dit: Tu me manques. Comme elle ne répondait pas, il ajouta: Ces 8 derniers jours m'ont paru une éternité. Je ne peux ni dormir ni travailler. Maintenant, je sais à quoi ressemble l'enfer. Elle aussi le savait. Pourquoi n'es-tu pas venu demanda-t-il doucement. Tu ne pouvais pas t'échapper, ce n'est pas ça? Elle prit une profonde inspiration. River est revenu dormir avec moi. Samuel se figea et la regarda, le visage déformé par la jalousie. Cela explique tout. Elle ne pouvait pas le rassurer en lui révélant comment est-ce qu'elle était demeurée raide de terreur à la première nuit, à l'idée que River devinerait son secret dès qu'il la toucherait. Elle ne pouvait lui dire à quel point c'était à lui qu'elle pensait, tandis que son mari se servait d'elle avec la promptitude promise. Les amants ne devaient pas tout s'avouer. Elle enfouit sa main dans la poche de son tablier. Les bâtiments de la filature étaient tout proches. Je déteste qu'il me touche, mais de quel droit refuserais-je? Je ne vaux pas mieux que lui. Si, beaucoup mieux, répondit Samuel. Nous ne pouvons pas continuer, Samuel, s'écria-t-elle, avec désespoir. Pas tant que River occupera mon lit. Je ne peux pas aller d'un homme à l'autre, comme une... comme une... Ne dis pas cela. Il posa le panier et se rapprocha d'elle, mais elle saisit rapidement la poignée à 2 mains et le retint entre eux, comme si elle lui offrait un fruit. Ne me touche pas, Samuel, quelqu'un pourrait nous voir. Elle jeta un regard circulaire et se figea en voyant un homme sortir d'un hangar et regarder dans leur direction, avant de disparaître dans l'atelier de teinture. Elle soupira de soulagement. Viens vers moi. Nous parlerons, dit Samuel, en essayant de reprendre le panier. Elle crispa ses doigts dessus. Je dois rentrer et faire des gâteaux. Ne sois pas la seule à porter ce fardeau. Je suis aussi responsable que toi et partage tes appréhensions avec moi. On peut nous voir, répliqua-t-elle. Tu t'inquiètes pour rien. Nous resterons dans le salon et si quelqu'un te cherche, nous dirons que tu t'es arrêté pour nous donner à James et à moi quelques-unes de ces délicieuses pommes. Je ne peux pas. Pourquoi? Aurais-tu peur de ne pouvoir me résister une fois entrée dans la maison? Je suis arrivée à rester 8 jours, non? Sans te voir. Alors, tu ne devrais pas avoir peur de me suivre, dit Samuel. Elle ne répondit pas, mais, à la croisée des chemins, elle n'hésita qu'une fraction de seconde avant de tourner à droite vers la ferme. Une fois chez lui, Samuel ne fit pas une autre tentative pour la toucher, bien qu'il en eût fort envie. Tu es en sécurité ici, nous sommes seuls. Personne ne peut nous voir. Mais cela ne la rassura pas. Très agitée, elle alla à la fenêtre comme si River ou madame Hardy les espionnait. Je crois que je ne suis pas douée pour la dissimulation. Tu es trop honnête, Anna, répondit Samuel. Non, je suis une femme adultère, pas meilleure que Cecilia Tuttle. Maintenant que je me trouve dans la même situation, je comprends mieux pourquoi River et elle ont agi comme ils l'ont fait. Mais je ne peux toujours pas pardonner, ce qui fait de moi la pire des hypocrites. Tu n'es rien de tout ça. Tu es la plus douce, la plus généreuse et la plus adorable des femmes que j'ai jamais connues. Mais ton sentiment de culpabilité traîne après toi comme un chat à 9 queues. Tu dois dépasser tout cela. Elle s'agrippa au montant de la fenêtre jusqu'à ce que ses doigts deviennent blancs. Nous ne devons plus nous voir, Samuel. Es-tu vraiment sûr? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne veux plus de moi. Ce n'est pas la raison, Samuel, seulement je ne peux pas vivre dans la crainte d'être surprise à tout moment et de provoquer un désastre pour nous. Je frémis à la pensée de ce que River ferait si cela n'arrivera jamais. C'est presque arrivé. Hein? Tu ne m'as jamais parlé? Quand? Il y a une semaine, il m'a surprise
Quand je sortais d'ici, elle se souvint de la façon folle, passionnée dont ils avaient fait l'amour. Elle en était encore brûlante et toute rose en quittant la maison. Le monde entier aurait pu s'en apercevoir. Heureusement, j'emportais tes chemises et j'ai pris le prétexte du raccommodage pour justifier ma présence. Est-ce qu'il t'a cru? Oui, mais j'avais tellement peur qu'il ne lise ma culpabilité sur ma figure et ne devine que je mentais. Je sais que ces cachotteries et ces mensonges te pèsent beaucoup, Anna, mais ne laisse pas ton imagination te dicter le pire, elle s'écria. Mais tu ne te rends donc pas compte que ce n'est qu'une question de temps avant que Raver ne découvre la vérité, ou Madame Hardy ou James. Ils vont se demander pourquoi je passe tant de temps à la ferme, ou remarquer la façon dont je te regarde à table. Ils ne sont pas ni aveugles, ni stupides, Samuel. Il la prit par les épaules. Alors nous partirons ensemble. Paris, Londres, Rome, quelque part où nous serons libres, où mon frère ne nous trouvera pas. Et mes enfants? Eh bien, nous emmènerons les garçons et Abigail avec nous. Il n'avait pas manqué d'inclure Abigail dans ses projets. Ryver nous poursuivra jusqu'à ce qu'il nous trouve, ne serait-ce que pour réclamer ses fils. Samuel laissa retomber ses mains, haussa les épaules, découragé. Alors que faire? Ne me dis pas que tu ne veux plus me voir, ma douce, parce que je crois que tu ne peux pas rester plus longtemps loin de moi que moi de toi. Il le faut. Mais ses yeux croisèrent ceux de Samuel, et sa belle résolution tomba en miettes. Il avait enchaîné son âme comme son corps. Avec un cri d'abandon, elle se jeta dans ses bras, et leurs lèvres se joignirent sans douceur. Elle se savait prête à courir tous les risques et endurer n'importe quoi, même les exigences de son mari, pour aimer Samuel, ne serait-ce qu'une fois encore. Personne n'en saura jamais rien, murmura Samuel. Nous sommes en sécurité. Mais, tout en se prêtant à ses caresses, elle se demandait pour combien de temps encore. Anna venait de terminer son petit déjeuner quand Ryver apparut dans la cuisine, l'air irrité. Déjà de retour, demanda-t-elle, car il était parti pour la filature moins d'une demi-heure auparavant. Marie Green est malade et il me faut quelqu'un pour monter à la nouvelle employée comment préparer la soie avant de l'ébouillanter. Je vous aiderai avec plaisir, assura-t-elle en dénuant son tablier. Dans la salle des écheveaux, Anna eut un choc en voyant assise à la table une petite fille de 9 ou 10 ans, nerveuse et apeurée, qui suçait le bout de sa tresse en regardant par la fenêtre. Furieuse, elle se tourna vers son mari. Vous employez des enfants maintenant. Voici Sally Bierce, répondit-il en ignorant sa colère. Sally, Madame Shaw va te montrer ce qu'il faut faire. Anna eut un sourire forcé et posa une main rassurante sur l'épaule de l'enfant. Bonjour, Sally. Comment vas-tu? Je vais bien, madame. Anna dit à Ryver. Puis-je vous parler un instant? Une fois seule avec lui dans son bureau, elle s'écria. Quelle honte! Cette petite fille devrait être à l'école, et non 12 heures par jour à l'usine. Elle ne travaillera que 9 heures et pas le samedi. Pour l'amour du Christ, Ryver. Ce n'est qu'une enfant. Elle devrait être dehors, en train de jouer avec ses camarades. Il baissa la tête d'un air plein de défi. Son père est malade et ne peut pas travailler. Sa mère m'a supplié de la prendre à la filature. Les 25 cents par jour qu'elle gagne sauveront sa famille de la famine. Il y a sûrement un autre moyen. Non, et ne me regardez pas comme si j'avais été un esclavagiste. Je ne lui donnerai rien de trop dur. Et pourquoi irait-elle à l'école d'ailleurs? Tout ce qu'elle fera dans la vie, c'est se marier et avoir des enfants. Anna retint de justesse la réplique acérée qui lui venait aux lèvres. Vous ne changerez donc pas d'avis? J'emploie Sally par charité. Si elle ne travaille pas ici, ce sera dans une autre usine où on risquerait fort de ne pas être aussi conciliant que moi. Comme il était inutile d'argumenter, Anna fit demi-tour et revint à l'atelier où elle montra à Sally comment transformer les cocons en écheveaux et les placer dans les filets de mousseline pour les ébouillanter.
À mesure que s'écoulait la matinée, comme la petite fille tombait de fatigue et d'ennui, Anna se jura que si un jour elle dirigeait la filature, jamais elle n'emploierait d'enfant.